Alors aujourd'hui, nous avons donc l'immense plaisir d'accueillir le professeur émérite à l'Université de Genève, Nicolas Givin. Donc, Et professeur à la Constructive University. C'est eux qui me payent, donc il faut quand même que je dise. et qui justement nous fait l'immense honneur de pouvoir justement nous parler justement de la mécanique quantique, parce que justement cette année, en 2025, si je ne me trompe pas, on est le centenaire justement des sciences quantiques. Je dis pas de bêtises. C'est juste jusqu'à là, c'est bon. Et donc du coup, bah voilà, vous allez pouvoir nous parler un peu justement de. D'accord. OK, merci. Merci. Je vais commencer par dire que je suis aussi très impressionné par la présentation qu'on vient d'entendre. Je crois que c'était vraiment remarquable. Et je suis très content que l'association vaudoise des sciences naturelles distribue ces prix. Je crois que c'est extrêmement important de soutenir les jeunes qui s'intéressent aux sciences. Et en fait, c'est aussi un peu ce que je vais essayer de faire moi. Euh, donc, j'ai ce titre-là, Désolé Einstein, finalement, Dieu joue au dé. En fait, des fois, cette même présentation, j'ai un titre qui commence par dire les deux erreurs d'Einstein. Donc, c'est un peu peut-être même prétentieux, ça peut paraître bizarre. Qui suis-je pour pouvoir commencer à mettre en cause Einstein, qui est un génie universel que tout le monde admire et reconnaît, y compris moi-même. Et en fait, il faut bien comprendre qu'une des choses qu'on fait en sciences, que ça soit en physique, en biologie, etc., lorsque des scientifiques se rencontrent, ils se challengent sans arrêt. Donc, que des scientifiques se remettent en cause, personnellement évidemment, mais remettent en cause leurs idées, c'est totalement normal et banal. C'est dans la société non scientifique où il faut toujours faire tellement attention, politiquement correct, il faut faire attention, les gens sont susceptibles. Chez nous, ça n'existe pas. On dit non, mais là, je ne comprends pas. Non, là, je pense que c'est faux ce que tu dis là, etc. On passe notre temps à se challenger. Et donc, si on veut respecter Einstein en tant que scientifique, la chose naturelle à faire, c'est de se challenger. Et on va voir d'ailleurs qu'il a été, non aussi challengé, entre autres par la mécanique quantique, par d'illustres prédécesseurs. Et donc, on va vraiment suivre cette voie naturelle entre scientifiques. Donc, il y a quelque chose qui ne marche pas là. Pourquoi ça ne marche pas? Peut-être que je ne suis plus. Et, donc là, il ne faut pas voir ça comme une offense ou un truc comme ça. Non, c'est vraiment un hommage à Einstein. Et j'expliquerai pourquoi j'ai écrit Le génie de la scientifique. Et c'est aussi un hommage à la science. Et vous comprendrez aussi pourquoi j'insiste sur le fait qu'il ne faut pas confondre science et certitude. Euh, et une deuxième raison aussi pour parler d'Einstein, c'est que Einstein et puis la physique, ou de manière plus générale la science, ont en fait une énorme influence sur la société, sur la vision du monde qu'un peu monsieur et madame tout le monde ont. Et y compris tous ces gens là-dehors qui vous diront: oh non, moi la science, j'y comprends rien, la physique surtout, j'y comprends rien. En fait, tous ces gens-là, en fait, ils ont une certaine intuition de ce que c'est que la physique, ils en connaissent relativement beaucoup, et souvent, ils ne comprennent pas les limites, et donc ils ont une représentation peut-être un peu excessive des fameuses vérités scientifiques. Donc, je pense que c'est intéressant d'essayer de dialoguer là-autour. Alors, on commence avec voilà, la science moderne, Galilée, Newton. Voilà, par exemple, vous allez dehors et puis vous demandez aux gens, ben, la pomme, elle tombe, évidemment qu'elle tombe. Pourquoi le kangourou, il ne tombe pas? Je pense à peu près tout le monde aujourd'hui comprend bien que ça soit la pomme ou le kangourou, tout tombe, mais on tombe pas de en haut vers en bas, on tombe vers le centre de la Terre. Tout le monde sait ça, même si on ne connaît pas les équations, ce n'est pas important. Et puis la Lune aussi, même si elle est très très loin, ben, elle aussi, en quelque sorte, elle tombe vers le centre de la Terre, en même temps elle avance, donc finalement, elle orbite, elle tourne en rond autour de la Terre. Et on sait bien tout ça. OK, donc ça va bien, là on comprend. Et ensuite, on peut se poser des questions. On commence justement à challenger. Et on se dit, mais en fait, comment ça marche ce truc-là? Comment la Lune ou la pomme ou le kangourou, ils savent dans quelle direction tomber? Bon, peut-être que les kangourous, ils touchent la Terre, donc il va se dire, oui, je vais tomber vers le centre de la Terre. Mais la Lune, qui est vraiment loin, à peu près 350 000 kilomètres là-haut,
Elle sait où est la Terre et comment elle sait où est le centre de la Terre. Elle n'a pas les yeux pour voir, elle n'a pas les bâtons comme on les aveugle. Elle fait comment pour savoir vers quoi tomber? Et ça, c'est une bonne question. Et en fait, je ne suis pas du tout le premier à poser la question. En fait, le premier à avoir posé cette question, bah, c'est Newton. Newton, aussi un autre grand génie de la physique, et il se posait cette question. Il a écrit que la gravité soit innée, inhérente et essentielle à la matière, de sorte qu'un corps puisse agir sur un autre à distance, à travers le vide, sans médiation de quelque autre chose pour transporter l'action et la force de l'un à l'autre. Cela est pour moi, pour Newton, une si grande absurdité qu'à mon avis, aucun homme ayant une faculté de réfléchir avec compétence aux problèmes philosophiques ne peut y tomber. Donc, en gros, Newton, le grand génie, qui a évidemment découvert ou inventé la gravitation universelle, il nous dit, juste après qu'il a découvert ça, mais en fait, ça ne marche pas du tout, c'est pas possible ce truc. Pourquoi c'est pas possible? C'est pas possible parce que, si on imagine la Terre, la Lune, selon cette théorie de Newton, si on déplaçait un rocher sur la Lune, petite fusée, on pousse un gros rocher, euh, cela aurait un effet immédiat, instantané, sur notre poids sur Terre. Donc il y aurait quelque chose, on le fait là-haut, des milliers, des centaines de milliers de kilomètres, et instantanément, la Terre est informée. Et ça serait de la télépathie. La télépathie au sens, ça permettrait de transporter de l'information, mais avec rien qui porte cette information. En ce moment, bien sûr, qu'il y a de l'information qui va de moi à vous, mais ça, c'est des ondes sonores, il y a de l'air ici. Si on enlève l'air, ben, vous n'entendriez plus rien. Donc, il y a quelque chose qui porte l'information, mais ici, ben, il n'y a rien là. Selon la théorie de Newton, il n'y a vraiment rien. Donc, ici, on voit bien que ça ne joue pas. Alors, comme c'est de la physique, une science expérimentale, ce qu'il faudrait faire, c'est l'expérience. Évidemment, à l'époque de Newton, il n'est pas question de réaliser une telle expérience. Et puis même, en fait, aujourd'hui, malgré tous les progrès technologiques, on ne sait toujours pas faire cette expérience-là. Mais par contre, tous les physiciens sont d'accord que si on avait fait cette expérience, ça leur aurait falsifié la théorie de Newton et ça leur aurait montré qu'en fait, la gravitation ne se propage pas instantanément, mais se propage très vite, à savoir à la vitesse de la lumière. Il faudra à peu près une seconde pour le rocher est déplacé sur la Lune et il y a un impact sur Terre. Donc Newton nous disait, il faut être fou pour croire en ma théorie de la gravitation universelle. Et pourtant, malgré cet avertissement, cette théorie a dominé la science pendant près de 3 siècles et on l'enseigne encore aujourd'hui. J'ai rien contre, il y a peut-être des enseignants ici, etc. J'ai rien contre qu'on l'enseigne. Bien sûr, il faut l'enseigner. Mais ne disons jamais, ben voilà, ça c'est la vérité. Au mieux, ceci est une bonne approximation qui, dans bien des cas, marche très bien. Mais par exemple, de dire aux étudiants, aux collégiens, ce que Newton a dit, me paraît important. Oui, ça marche super bien, et pourtant, c'est absurde ce truc. Donc, il y a cette tension, et ça veut bien dire, ben, il faut qu'on débatte. C'est pas fini, là. D'ailleurs, donc Newton, si on l'avait challengé là-dessus, il nous aurait juste dit, oui, vous avez raison. OK. Et puis finalement, ben voilà Einstein qui arrive enfin. Donc la question de comment la Lune sait dans quelle direction tomber n'a été résolue que par Einstein et sa théorie de la relativité générale, des siècles après Newton. Et puis en gros, en résumé, je vais pas faire un cours de relativité générale, mais la Terre, la Lune, votre corps, la pomme, lancent en permanence des petites balles dans toutes les directions. Allô? Donc, lance en permanence de petites balles dans toutes les directions. Ces petites balles s'appellent des gravitons. Donc, c'est elles qui portent en fait l'information du fameux rocher déplacé ou de la Terre où se trouve la Terre. C'est vraiment ces gravitons. On entend aussi beaucoup aujourd'hui parler des ondes gravitationnelles. Donc, les ondes gravitationnelles et les gravitons. Les gravitons, c'est les quantas d'ondes gravitationnelles. La même chose, disons, à ce niveau-là. Euh, et puis donc, ces gravitons, il se trouve qu'ils n'ont pas de masse, comme les photons, comme les particules de lumière. Et donc, comme elles n'ont pas de masse, elles se déplacent aussi vite que possible, c'est-à-dire à la vitesse de la lumière. Puis Einstein, voilà, ça c'est évidemment un trait de génie extraordinaire.
En plus, il a eu d'autres traits de génie qui montrent vraiment pourquoi je l'appelle ici le génie de la mécanique. Par exemple, ici, on a le mouvement brownien, où on a des petites molécules qui vont dans tous les sens, c'est juste thermique, et puis elles entrent mécaniquement en collision avec des grosses molécules. En fait, les grosses molécules, on les voit, mais les petites, on ne les voit pas. Donc, les grosses molécules qui se font chahuter par les petites, bon, elles ont un mouvement, on appelle ça un mouvement brownien, un mouvement erratique. Voilà. Et donc Einstein a analysé ça, mais il a analysé ça à l'époque où même la preuve de l'existence des atomes n'était pas encore démontrée. Donc il a été en avance et il a pu, en fait, avec son analyse statistique de ce mouvement brownien, quasiment prouver l'existence des atomes. Évidemment, aujourd'hui, les atomes, on peut même les attraper un à un, on peut les voir un à un. J'ai déjà vu des atomes individuels aller à Zurich, il y a certains musées où on peut y voir ça. Et puis, toujours la même année, là, cette année miraculeuse pour Einstein, il a aussi donné une explication de l'effet photoélectrique. Donc, si on a simplement ici une plaque métallique, on éclaire avec la lumière rouge, il ne se passe rien, on augmente la fréquence, et donc l'énergie des photons, on passe à du bleu, ça commence à éjecter, mais vraiment mécaniquement, l'idée c'est que boum, ça rentre, il y a quelque chose qui repart. Ici, ben, tu n'as pas assez fort, donc il n'y a rien qui sort. Si on met de la lumière ultraviolette, à ce moment-là, non seulement l'électron sort, mais il sort à grande vitesse. Donc, de nouveau, une explication très mécanique de quelque chose qu'on connaît tous. Hein, il y a beaucoup de magasins aujourd'hui avec des portes qui s'ouvrent avec des effets photoélectriques. OK. Et puis là, on a un autre, voilà, on revient un peu à cette vision que Einstein nous a imposée avec ses théories, avec toutes ses découvertes géniales. Savoir que la nature est constituée de beaucoup de petites boules de billard, un petit peu comme ce qu'on voit ici, hein, ces petites boules bleues qui vont dans tous les sens et qui poussent dans tous les sens la grosse boule rouge. Et donc, ces petites boules de billard s'entrechoquent mécaniquement. Tous ces chocs sont parfaitement réglés et donc tout se déroule comme dans une horloge. Donc ça, c'est vraiment le message principal. Tout se passe comme dans une horloge. Donc l'univers, pour Einstein, est une énorme horloge dans laquelle, en plus, chaque action n'influence que son environnement immédiat. Les petites boules bleues, elles peuvent aussi entrer en collision les unes avec les autres, mais elles n'agissent pas sur la boule qui est plus loin. Elles agissent sur celle avec laquelle elle entre en collision. Voilà, donc ça c'est une vision en mécanique. Et puis, avec cette vision aussi, on en conclut science égale déterminisme, le fameux déterminisme scientifique. On a entendu ça. Voilà, en science, il faut qu'on trouve des causes et puis des causes déterministes. Tout est vraiment extrêmement mécanique. Et ça, c'est la vision d'Einstein qui a certainement une grosse influence encore aujourd'hui sur monsieur et madame tout le monde. Ah oui, Einstein est un génie, il a reçu beaucoup de prix, le prix Nobel et beaucoup d'autres, mais forcément, il y en avait un qui était le premier. Et c'est qui lui a donné le premier prix? Je viens de Genève, je ne peux pas m'empêcher de dire qu'en fait, c'était un doctorat honoris causa de l'Université de Genève. Donc, au moins là, on a bien choisi. Voilà. Et puis, alors maintenant, on arrive à ces erreurs. Pour une des affirmations, là, on voit Einstein en train de discuter avec son copain Niels Bohr, qui était plutôt un père de la physique quantique. Et ils discutaient des grandes discussions célèbres. Et c'est là où Einstein disait, non, mais Niels, j'y crois pas à ta physique quantique, parce que Dieu ne joue pas au dé. Voilà, un débat. Il a aussi eu des débats, c'était à Paris, dans une rencontre avec Bergson, le grand philosophe de l'époque. Et puis, lui, c'était le philosophe du temps, etc. On sait qu'il y a toujours d'aller lire les ouvrages de Bergson, c'est tout à fait remarquable. Mais Einstein a simplement clos le bec, en quelque sorte, à ce philosophe en lui disant mais le temps des philosophes ou le temps des psychologues, ça n'existe pas. Point barre. Le temps des philosophes, qui n'est pas très philosophe, mais le temps des psychologues, c'est le temps que je ressens et que vous ressentez forcément aussi. Ne me dites pas que vous ne ressentez pas le temps qui passe. Forcément qu'on le ressent. Alors, juste nous dire ça n'existe pas, c'est quand même un peu court, non? Mais Einstein, il était vraiment sérieux quand il disait ça.
Il avait un ami qui vivait à Genève, Bessot, cet ami à un moment a été décédé. Et alors, Einstein s'est dit, bon, je vais écrire une lettre de condoléances à la veuve de mon ami. Et il écrit ça. Il est parti. Bessot est parti de ce monde un peu avant moi. Cela ne signifie rien. Pour des gens comme nous qui croient en la physique, la distinction entre le passé, le présent et le futur n'est autre qu'une illusion obstinément persistante. Bon, je ne suis pas sûr que la veuve a été consolée par cette lettre. Mais pour écrire ça, encore une fois, à son ami, la veuve de son ami, c'est qu'il y croyait vraiment. Alors vraiment, ce déterminisme absolu de Einstein, il a tout déjà décidé depuis toujours. Dieu a très soigneusement. Einstein parlait souvent de Dieu, même si c'était un scientifique. Et pour lui, c'était une façon de parler de la nature. Donc Dieu a très soigneusement choisi, déterminé les conditions initiales, comment les choses étaient au début, disons, au moment du Big Bang, il y a 14 milliards d'années. Puis tout, absolument tout, s'est déroulé comme une horloge, sans aucune surprise, sans aucune création. En particulier, Dieu n'est plus jamais intervenu. Mais aussi, aucun être humain n'a pu intervenir. Il est aussi fait d'atomes, de milliards. Donc là, on commence tout de même à de dur, ça. Et maintenant, alors, on va écouter, je vais vous présenter mon amie Sabine Ossenfelder, une physicienne allemande, qui fait beaucoup de vidéos. Je vous encourage à les regarder. Il y en a, je ne sais pas combien, mais des dizaines et des dizaines. La plupart sont vraiment excellentes. Puis dans celle-là, on va écouter ce qu'elle nous dit. Sabine nous dit, vous êtes ici pour entendre ce que la science a à dire. C'est bien, c'est intéressant. Les conditions initiales déterminent tous les événements, y compris des systèmes chaotiques, des systèmes très compliqués, la météo, le climat, des choses comme ça. Toute l'histoire du monde était déjà entièrement déterminée lors du Big Bang. Wow, elle y croit vraiment aussi. Hein. Et ça, c'est pas de l'histoire, hein. Elle est vivante, elle est plus jeune que moi. Nous sommes juste là pour regarder la pièce se jouer. Nous savons positivement, nous savons que le futur est déterminé par le présent. Hein, le présent signifie que c'était déjà déterminé à l'époque des dinosaures. Et si vous pensez différemment, vous déniez l'évidence scientifique. Vous voyez, il y a des gens qui vont vraiment hyper loin. Il y a des bouquins qui continuent là-dessus. En fait, évidemment, quand on va au cinéma, le film est déjà enregistré, on est bien d'accord. Dans un sens, la fin du film, elle est déjà enregistrée, même lorsque nous, on est en plein milieu, il y a plein de suspense. Le temps, il passe quand même, on le sent, il y a des films ennuyeux, il y a des films qui sont captivants, il y a une différence. Mais en fait, là, le temps, il passe où? Le temps, il passe pour les spectateurs. Pour les spectateurs, eux, ils sentent le temps passer. Dans la bobine, effectivement, tout est déjà là. Donc, là où Sabine se trompe, à mon avis, c'est que le nous, ça ne joue pas. Ou bien on est dans le monde, ben, on ne peut pas être le spectateur, ou bien on est à l'extérieur, mais à ce moment-là, qu'est-ce qu'on n'est pas fait de l'atome, on n'est pas de la physique ou de la biologie. Bon, comment on peut continuer? Alors, là, c'est bien aussi d'aller regarder un peu dans l'histoire. Et puis, heureusement, il y a eu des gens qui ont quand même réagi. Ce monde complètement déterminé, mécanique à la Einstein, certains l'ont critiqué, il y a des articles ici, mais on va lire juste ce que cette philosophe a écrit, Elisabeth Labat. Elle a écrit, donc il y a longtemps déjà, 50 et quelques, le succès de l'astronomie de Newton a été, en un sens, un désastre intellectuel. Il a produit une illusion, l'impression que nous avions là un idéal d'explication scientifique, alors qu'en réalité, ce n'est que l'obligeance du système solaire d'avoir eu une histoire aussi paisible qui a produit un tel modèle. Donc, Hans Kuhn nous dit, oui, c'est vrai, la Terre tourne très régulièrement, 24 heures, la Lune fait son tour là, à peu près 4 semaines, nous on fait le tour du Soleil une année, etc. Et tout ça est quand même très régulier, ça fait
pas combien de millions, milliards d'années il y a maintenant, que ça se passe comme ça, et puis ça va continuer, en tout cas pour quelques millions d'années encore. OK. Mais c'est pas parce que le système solaire est tellement gentil que toute la physique est comme ça. Par exemple, le climat, pardon, le climat, c'est beaucoup plus compliqué que juste une planète qui tourne autour d'un soleil. Il y a deux planètes qui tournent l'une autour de l'autre, comme la Terre et la Lune. Donc, il ne faut pas forcément penser que parce qu'il existe des systèmes simples, que tout est simple. Ça, c'est juste, évidemment, mais ça ne nous fait pas vraiment avancer. Alors, on va revenir à ce chaos déterministe. Vous avez ici vraiment un système compliqué. Il n'y a pas question de calculer tout ça. Ça a été simulé sur des ordinateurs. Dans la réalité, il n'y a pas combien de boules bleues là, pas. Dans la réalité, il y en a beaucoup plus. Tellement même les ordinateurs n'arrivent plus à suivre. Euh, donc là, on a un système qu'on appelle chaotique, que souvent les physiciens parlent de chaos déterministe, influencé par Einstein, pourquoi pas. Mais en fait, donc la définition de système chaotique, c'est un système dont l'évolution est hypersensible aux conditions initiales. Si on recommençait en prenant une des petites boules et on la déplace d'un millimètre, presque rien, sans bouger rien des autres, ça change complètement l'évolution ici. Donc c'est vraiment hypersensible à un tout petit changement initial. OK. Alors, donc finalement, on se pose la question, mais c'est quoi le statut de ces conditions initiales? Donc, je ne veux pas changer les équations de Newton en l'occurrence, ça a été bien testé, il n'y a pas de souci. Mais c'est quoi ces conditions initiales? Et pour essayer de mieux comprendre, on va prendre un système toujours chaotique, mais beaucoup plus simple. Ce système-là était trop compliqué, on ne sait pas quoi faire. Donc, en fait, il y a un modèle hyper simplifié que les physiciens utilisent, euh, où on a simplement la probabilité qu'il fasse beau, la probabilité qu'il y ait de la pluie, puis vous voyez, cette probabilité, ben, c'est un nombre entre 0 et 1. Et puis ensuite, il y a une transformation, comment ça évolue. Ben, on appelle ça la transformation du boulanger qui prendrait sa pâte, qui tire sur sa pâte, puis ensuite la replie l'une sur l'autre. Voilà, ça c'est une transformation bien connue et chaotique qui peut s'écrire de façon suivante. Donc là, plutôt que d'écrire un nombre là, c'est un nombre 0, virgule, et après il y a plein de décimales. Alors ici, on va simplifier un peu, on ne va pas mettre des décimales, on va mettre des bits, donc des 0 et des 1. On a 0, virgule, et on va écrire ça sous forme binaire, comme dans les ordinateurs. Vous n'avez pas besoin d'aller dans les détails. Tous ces B, c'est des 0 et des 1. Puis ensuite, cette transformation là, du boulanger, elle consiste à faire la chose suivante. Le premier bit, on oublie. Le deuxième devient le premier, le troisième devient le deuxième, le quatrième devient le troisième, etc., etc. Donc, tout est shifté d'une position vers la virgule. Et là, on a bien quelque chose où un bit qui est très loin, qui n'est pas important initialement, va devenir de plus en plus important, parce qu'il va aller de plus en plus proche de la virgule. Et donc, la question de savoir est-ce que le X, cette probabilité, est dans la moitié gauche et il fait plutôt beau, ou à droite et il fait plutôt mauvais, après n pas temporel, dépend du nème bit de la condition initiale. Et donc, la question maintenant, pour savoir ce que c'est que ces conditions initiales, ben, la question c'est est-ce que le millième bit existe physiquement? Est-ce qu'il est vraiment réel, ce bit-là? Donc, initialement, il est très très loin, là, il est complètement insignifiant. Et la question n'est pas de savoir si ce millième bit peut être mesuré, il ne peut certainement pas être mesuré, mais est-ce qu'il correspond à quelque chose de physique? Si c'est vraiment quelque chose de physique, on le croit, donc voilà, c'est déterministe. Tout simplement, celui qui vient de plus en plus proche de la virgule, à un moment, il devient important. Et donc, est-ce qu'il est vraiment physiquement réel? Et puis là, je vais vous montrer comment moi je pense à un nombre à virgule, un nombre qu'on appelle réel. J'ai entendu parler de nombres réels, en tout cas les nombres à virgule. Donc je vous montre là un nombre réel typique. Ah non, non, je vous montre ça plus tard. D'abord, je vais vous en parler avant de vous les montrer. Donc, je vous en parle d'abord. Donc, les nombres réels, ben, ceux qu'on rencontre, ben, en fait, ils sont un peu exceptionnels. Alors, bon, pi, vous avez certainement déjà entendu parler de pi, de racine de 2, bien simplement une fraction, juste un nombre entier, comme 45 par exemple. Voilà, tout ça, c'est des nombres qui sont particuliers dans le sens qu'ils ont un nom.
Techniquement parlant, eh bien, ils ont un algorithme. Donc, on les a classés. Euh, mais maintenant, combien il y a de noms? Ben, il y en a une infinité. Mais combien d'infinités? Il y en a une infinité discrète. Les noms, on peut les mettre dans un dictionnaire. Et donc, on peut les compter. Un, 2, 3, 4, 1000, etc., etc. Mais il y en a un nombre discret. Combien est-il de nombres réels et nombres à virgule? Il y en a un nombre infini continu, ce qui est beaucoup, beaucoup plus. Et donc, ce qu'on comprend, c'est que la plupart des nombres réels, ceux qu'on appelle typiques, c'est ceux qui n'ont pas de nom. Et ceux-là, ils n'ont aucune structure. Si tu avais une structure, on utiliserait cette structure pour leur donner un nom. Par exemple, 0,333333333, il y a une structure là-dedans. Oui, il a un nom, celui-là, c'est un tiers. Euh, donc, les décimales de ces nombres réels typiques sont totalement aléatoires, aussi aléatoires que les résultats de mesures en physique quantique. Et on arrive enfin à la physique quantique. Mais surtout, on voit qu'il y a de l'aléatoire. Les conditions initiales, si elles sont représentées par des nombres réels, sont en fait représentées par de l'aléatoire. Et comment il faut penser un nombre réel, typique? On peut prendre une source de lumière, un séparateur de photons, deux détecteurs, et puis un détecteur, on l'appelle 0, l'autre, on l'appelle 1, et donc on envoie les photons l'un après l'autre, et ça nous donne une suite de bits, vraiment aléatoire. Et ça, c'est un bon exemple de nombre réel typique. Et vraiment, ces nombres réels typiques, ils sont monstrueux. Par exemple, Émile Borel a remarqué que dans un seul nombre réel, on peut encoder les réponses à toutes les questions qu'on peut formuler dans n'importe quel langage humain. Toutes les questions dans n'importe quel langage humain. Ça fait beaucoup quand même. Hein. Ça fait une infinité. Et évidemment, dans un nombre réel typique, il y a une infinité d'informations. Donc, on peut coder une infinité d'informations. Donc, je peux mettre en fait, c'est pas très pratique, hein, mais on pourrait en principe, si ces nombres réels arrivaient à les manipuler, on pourrait répondre à toutes les questions. Et finalement, Grégory Chatin, qui lui est un spécialiste de la théorie de la complexité, nous dit que la seule façon de penser correctement un nombre réel typique est comme une suite infinie des décimales ou des bits produits par un vrai générateur aléatoire, un peu comme ce que je vous avais montré avant. Ah oui, puis là, une petite parenthèse là, mais que j'aime bien présenter. Imaginez maintenant que vous avez un volume. Ça va si vite. Bon, imaginez que vous avez un volume fini, par exemple un centimètre cube, quelque chose de fini. Et donc, une hypothèse très naturelle, c'est de se dire, ben, là-dedans, dans ce petit volume fini, là, voilà, volume fini ne peut contenir qu'une quantité finie d'informations. Je ne peux pas mettre infiniment d'informations dans un petit volume fini. C'est une hypothèse qui paraîtrait plausible. Et donc, si maintenant j'ai une petite boule de billard, maintenant, le centre de masse de ma boule de billard, décidément, je pas fait comme je voudrais, le centre de masse de ma boule de billard ne peut pas être représenté par un nombre réel typique, puisque le nombre réel typique, il faut une infinité d'informations pour le connaître. Et donc, on en arrive à la conclusion que les nombres réels ne sont pas réellement réels. C'est joli ça, non? Les nombres réels ne sont pas réellement réels. En fait, les nombres que les mathématiciens appellent réels sont physiquement aléatoires. C'est certainement pas parce que Descartes, à l'époque, a appelé réels les soi-disant nombres réels qu'ils sont réellement réels. Descartes, à l'époque, il voulait distinguer les nombres réels des nombres imaginaires. C'était le début des nombres complexes. Donc, reconnaissance imaginaire, il a utilisé le mot réel. Ça ne voulait pas dire que ces nombres sont physiquement réels. Et donc, ces nombres aléatoires, ces nombres qui n'ont aucune structure, ça serait les nombres à la base du déterminisme scientifique. Là, on commence à se dire, là, il y a un truc qui ne joue pas. Hein. C'est pas possible que le déterminisme repose sur de l'aléatoire. Alors maintenant, je vous montre mon nombre réel typique, comme je le vois. Donc, ça commence par un zéro, une virgule, puis après, ben, il y a plein de décimales qui viennent les unes après les autres.
j'ai fait très attention quand j'ai fait ça, qu'il n'y a pas de structure là-dedans. J'ai vraiment fait ça bien, générateur aléatoire. Et puis voilà, donc si on attend assez longtemps, ben forcément, ben, le tableau va être complètement plein. Et puis si on attend plus longtemps, ben, ça va continuer. Puis finalement, ça va traverser la Terre. Et puis si on a encore le temps, ça va finir par sortir du système solaire. Et puis ça continue. En fait, ça ne s'arrête jamais, puisque c'est infini. Donc vous avez vraiment ça de façon infinie. Donc ça commence à devenir choquant aussi, cette idée d'un nombre réel typique qui ne s'arrête jamais, qui sort de la galaxie, etc. Bon, alors maintenant, je ne sais pas s'il y a un vrai matheux ici dans la salle, mais s'il y en a un, ou peut-être online, il va s'exciter et dire non, mais c'est pas comme ça, c'est pas comme ça qu'il faut penser des nombres. Alors, je vous montre comment un mathématicien standard, aujourd'hui, pense à un nombre. Ça, c'est vraiment maintenant les mathématiques classiques. Alors, faites bien attention, il ne faut pas me regarder loin, il faut regarder l'écran. Attention, boum, une infinité d'informations en zéro temps. C'est ça les maths d'aujourd'hui. On vous dit, c'est tac, d'un coup, je vous donne une infinité d'informations. Alors, c'est très beau, hein? Et puis toute la théorie des infinis de Cantor, etc. C'est hyper beau. Mais ce n'est pas de la physique. Ce n'est pas une science empirique. C'est en tout cas pas de la physique. Et effectivement, on dit souvent les mathématiques. Parce qu'il y en a plusieurs. On en fait beaucoup des mathématiques. Là, on va juste en parler de deux. Il y a un grand trait vert là-dessus. Vraiment, parce qu'en plus, quand il est pas le trait vert, il est chez vous le trait vert. Bon, le trait vert, ils en fait abstraction. J'ai aucune idée pourquoi il y a un trait vert. On avait déjà ça avant. Ah ouais, il y a un trait vert sur ton ordinateur. C'est un auditeur qui doit l'avoir tracé. Un blague, ça serait sûrement capable de. Bon, peu importe, hein, on peut faire abstraction de ça. Donc, j'ai représenté ici David Hilbert, qui est un des plus grands mathématiciens de tous les temps. Je l'ai représenté ici comme représentant des mathématiques classiques, des mathématiques standards, celles qu'on apprend à l'UNI, à l'école, etc. Et puis, selon cette mathématique classique, chaque nombre réel est une entité individuelle totalement accomplie. Toutes les décimales sont données d'un coup. Boum. Le continu est une collection de points individuels et ces nombres réels existent en dehors du temps, en dehors de l'espace-temps, dans un monde platonique. C'est la vision standard du maths classique. Ici, vous avez Brouwer, qui est le père d'une autre mathématique qu'on appelle intuitionniste. Et dans cette mathématique, ça fait partie des mathématiques constructivistes, etc. Mais dans cette mathématique, les nombres réels sont des processus qui se développent au cours du temps. Rappelez, une décimale qui vient après l'autre. Il y a le temps, c'est l'une après l'autre au cours du temps. Les décimales ne sont pas toutes données d'un coup. Et le continuum est une collection visqueuse de processus, ça je n'ai pas expliqué. Mais le temps ici, dans cette mathématique, est essentiel. À chaque instant, il n'y a qu'une quantité finie d'informations, mais au cours du temps, il y a de plus en plus d'informations, de plus en plus de décimales, si vous voulez faire simple. Mais en général, il y a de plus en plus d'informations. Toujours une quantité finie, mais une quantité finie qui grandit. Donc voilà, ça c'est des mathématiques qui sont beaucoup plus proches de notre intuition. Alors maintenant, on peut se dire, bah, Einstein dirait, bah, au lieu d'un Dieu qui joue au dé quand une potentialité s'actualise, Dieu a lancé tous les dés au Big Bang et a codé tous les résultats dans les conditions initiales de l'univers. Donc ça, c'est nouveau la vision d'Einstein, la vision classique. Tout est donné au Big Bang, dans les conditions initiales, y compris tout l'aléatoire qu'il va y avoir dans tout le monde. Et donc là, on a un choix. Nous sommes en face d'un choix. Soit le présent révèle rétroactivement des conditions initiales d'un passé lointain, soit nous comprenons le présent comme résultant d'une réalité encore inachevée et le futur est ouvert. Donc évidemment, pour Sabine Ossenfelder, elle est là, moi je suis là. Mais on voit une chose déjà importante, le langage mathématique est ce qui pousse les physiciens à parler de chaos déterministe. On sait tous, j'imagine qu'ici tout le monde parle plusieurs langues, et on sait bien qu'il y a certains concepts qui sont plus faciles à exprimer dans une langue que dans une autre. Suivant le langage mathématique maintenant que vous utilisez,
vous allez être naturellement amené à parler d'indéterminisme, d'indétermination. Et puis, si vous utilisez le langage classique, à ce moment-là, vous serez amené à parler de déterminisme. Mais c'est dur au langage que vous utilisez. C'est pas la nature, c'est le langage. Et puis, on peut se demander, alors, ils font comment les vrais physiciens? Alors, on va demander à Tim Palmer, notre ami, qui est spécialiste de la physique du climat, donc fait partie de ces gens qui simulent le climat, quel temps il fera pas demain, mais dans 50 ans, dans 100 ans, 1,5 degrés, est-ce que ça sera 5 degrés, etc. Et donc, ils font des tas de simulations, la physique du climat. Et comment ils font ces gens? Mais ils collectionnent plein de données, température, etc., plein de choses, de pression. Ils mettent tout ça dans un gigantesque ordinateur. Mais un gigantesque ordinateur, c'est fini. Donc, ils vont mettre là-dedans les conditions initiales tronquées. Parce qu'ils ne peuvent pas mettre plus. Ils ne peuvent pas mettre plus qu'une quantité finie. Ils ne peuvent pas mettre un nombre réel dans leur ordinateur. Donc, ils vont les tronquer. Ensuite, ils tournent leur simulation. Et puis, en fait, très vite, lorsqu'on a un système aussi chaotique que le climat, ils auront besoin des décimales qu'ils n'ont pas pu mettre au début. Comment ils font? Ils rajoutent des restes aléatoires. Ils rajoutent simplement des décimales aléatoires. Exactement comme mon intuition des nombres réels, où il faut mettre les nombres au fur et à mesure. C'est comme ça, en fait, qu'on simule le climat. Donc, vous voyez que cette manière de faire, évidemment, Tim Palmer ne parlera pas de mathématiques intuitionnistes, mais en fait, il les utilise sans savoir. Bon. Voilà. Et puis maintenant, on va enfin arriver vraiment un peu à la physique quantique. Il y a de la physique quantique qui va venir. Donc, ici, il y a une société, à Genève, il est quantique, qui vend de l'aléatoire, qui vend des générateurs aléatoires, exactement comme vous voyez là, vous avez déjà vu ça. Et puis, vous voyez que ça a même été certifié par l'Office fédéral de métrologie, donc ça doit être sérieux, et puis ça se vend, etc. Voilà. Donc, en fait, il y a des gens qui achètent de l'aléatoire. Et c'est effectivement utile parce que si vous voulez être vraiment sérieux quand vous choisissez vos mots de passe, vous devriez utiliser vraiment un générateur aléatoire. Évidemment, c'est impossible de s'en rappeler, etc. Mais si vous êtes une grande banque, un hôpital vraiment sérieux à propos de la confidentialité, vous allez utiliser des générateurs aléatoires. De nouveau sur le dessin, qu'est-ce que... Alors finalement, ok, là on a de l'aléatoire, mais on peut se poser la question, on doit se poser la question, mais ok, les physiciens vous diront tous, là, le photon, il va à gauche ou à droite. J'arrive pas à faire dans mon animation qu'il aille de deux côtés, comme dans la physique quantique. Mais pourquoi les physiciens sont-ils convaincus de l'existence du hasard quantique? Qu'est-ce qui nous permet à nous, les physiciens, de dire oui, ça, c'est vraiment de l'aléatoire. Ça vaut la peine de lâcher. Là, on arrive à la deuxième erreur d'Einstein, qui, de nouveau, avec sa discussion avec Bohr, disait il n'y a pas d'action fantôme à distance. Pas d'action fantôme à distance. Et ça, c'est vraiment très naturel venant d'Einstein. Il faut se rappeler, tout au début, je vous disais, Einstein, c'est vraiment l'homme qui a rendu la physique locale. La physique de Newton, après, c'était non local. Nous, un rocher sur la Lune, c'est un effet immédiat, c'est non local, typiquement. Mais c'est à dû attendre Einstein pour que la physique devienne locale. C'était au moment de la relativité générale. Et donc, après Einstein, toute influence se propage continuellement de proche en proche. Et donc, à peu près 10 ans après ça, en 1925, il y a 100 ans, comme on l'a dit dans l'introduction, arrive la physique quantique qui a de nouveau une certaine forme de non-localité. Ce n'est pas la même non-localité que Newton, mais il y a de nouveau une certaine forme de non-localité. Donc, ce n'est pas surprenant qu'Einstein ait dit non, on l'a fait une fois, mais on ne l'a fait pas deux fois. Et puis finalement, elle a fait beaucoup d'expériences, je parlais très brièvement maintenant. Et puis la nature, elle a donné raison à Bohr. Parce que Bohr, il disait si, c'est comme ça, crois-moi. Bohr n'avait pas des arguments hyper. Ce qu'il fallait faire, c'est des expériences. Donc, ils n'avaient aucune idée quelle expérience il fallait faire. Mais enfin, voilà. La nature a finalement donné raison à Bohr, 100 ans, mais ce sont vraiment les questions d'Einstein qui ont permis le progrès, ce qu'on appelle aujourd'hui les technologies quantiques. Donc, de nouveau, là, même si Einstein, sur ce coup-là, il s'est trompé, c'est parce qu'il a challengé Bohr
que finalement, on a pu trouver comment faire ces expériences, qu'on a pu les réaliser, et qu'on a pu développer plein de technologies quantiques. Alors voilà, ça c'est l'expérience sur les fameuses cette non-localité. Je n'explique pas dans le texte aussi, je crois que j'explique un peu plus bientôt. Et puis voilà, on avait deux villages au nord et au sud de Genève. Vous connaissez le lac de Genève, n'est-ce pas? Les Alpes, la Valérière, etc. Et ça, c'est juste pour vous rappeler que c'est une vraie expérience. Ça, c'est plus une expérience de pensée. Il y a contrairement à la Lune. Et puis, on fait poser les questions suivantes. Donc, on va mettre Alice à début, Bob à Vernet. Et puis, on va leur poser à chacun une question parmi deux. Ils savent à l'avance quel est le jeu auquel on va jouer. Et puis, les questions, puisqu'il n'y en a que deux, on va les numéroter 0 et 1. Aussi les numéroter 1 et 2, mais influencés par les informaticiens, donc on numérote à partir de 0. Donc Alice peut avoir la question 0, la question 1, la même chose pour Bob. Et puis ensuite, le jeu est le suivant. Quand les deux reçoivent la question 0, mais ils ne le savent pas, ils savent évidemment la question qu'ils reçoivent, mais ils ne savent pas la question de l'autre. Ils reçoivent un point, donc ce n'est pas l'un contre l'autre, ils jouent ensemble, c'est un jeu coopératif. Ils gagnent ensemble ou ils perdent ensemble. Si les deux reçoivent la question 0, ils gagnent un point chaque fois que leur réponse, on leur demande des réponses, de nouveau des réponses binaires, donc à dire 0, 1. S'ils donnent les mêmes réponses, ils gagnent. S'ils ne donnent pas les mêmes réponses, ils perdent. Si la paire de questions, c'est 0, 1 ou 1, 0, ils doivent aussi donner les mêmes réponses. Par contre, quand ils reçoivent les deux la question 1, ils doivent donner des réponses différentes. Alors, si vous n'avez pas trop chaud ce soir, vous n'arrivez pas à dormir, essayez de jouer à ce jeu, même simplement mentalement. Vous allez voir que non seulement c'est difficile, mais c'est impossible. On peut vraiment facilement prouver qu'on ne peut jamais arriver à faire ça. C'est-à-dire, Alice reçoit la question 1. Bon, mais maintenant, donner des réponses identiques ou différentes dépend de la question de Bob. Vous ne connaissez pas la question de Bob. Bob, il est 10 km plus loin dans cette expérience. Donc, c'est pas ça. Bon, tout ça, on appelle finalement des inégalités de Bell. Et donc, finalement, les physiciens sont convaincus de l'existence du hasard quantique parce qu'il y a un théorème. C'est vraiment un résultat très solide. Il y a un théorème, en maths, il y a toujours des hypothèses. Bon, je vais vous présenter les hypothèses. La première hypothèse, c'est l'espace existe. Rien ne peut sauter d'ici à là en zéro temps. Déplacement rocher, ça ne peut pas avoir un effet instantané. Alors là, c'est pas la Lune, c'est Bernet Début, il n'y a que 10 km. Enfin, 10 km, on les faisait à vélo à l'époque, j'étais plus jeune. Et on sent que ça prend quand même du temps et que l'espace ressent. Cela dit, c'est vrai qu'il existe des théories des gravitations universelles où certains nous disent oui, mais l'espace n'est qu'un concept émergent. On ne comprend rien à ce qu'ils disent, ces gens-là, mais enfin, voilà, c'est une hypothèse, donc je la formule. Il y a une deuxième hypothèse qui suppose que certains systèmes sont indépendants. Par exemple, si j'ai de l'énergie solaire, je peux produire de l'électricité avec, je peux mettre un professeur d'université sur un vélo et puis il produit aussi de l'énergie. Ces deux énergies, elles sont indépendantes. Maintenant, si vous me dites non, non, c'est pas vrai, en fait, tout est corrélé, mais c'est une explication scientifique. Dire que le professeur sur son vélo et le soleil sont corrélés, bon, ça s'appelle du superdéterminisme. Ça, c'est une possibilité qui subsiste, mais si on enlève ce genre d'hypothèse extrême et qu'on suppose qu'il existe des systèmes indépendants, et qu'en plus, on gagne à ces fameux jeux de Bell que je vous ai expliqué brièvement avant, qui se résume dans cette équation, il n'y a pas besoin de comprendre, et qui a été évidemment testé expérimentalement. À ce moment-là, le théorème il nous dit les résultats ici, A et B, sont véritablement au hasard. Et ça, c'est plus quelque chose où vous pouvez dire non, j'y crois pas. Vous pouvez dire ah, mais je crois qu'une des hypothèses est fausse. Mais vous ne pouvez pas me dire que le théorème, c'est plus un théorème assez simple. Donc voilà, on a un théorème maintenant en physique quantique. Pour faire certaines expériences, on a besoin d'intrication. On va parler d'intrication, il y a besoin d'intrication pour faire ça. Vous pouvez aussi en apprendre davantage là-dedans. Et on vous dit maintenant, c'est plus comme en physique classique où on a le choix, on fait des mathématiques classiques et c'est déterministe, on fait des mathématiques intuitionnistes et puis c'est aléatoire. Là, il n'y a plus de choix. Ou alors,
vous rejetez une de ces deux hypothèses. Et puis voilà, ça a été publié dans Nature, donc ça va forcément être vrai. Mais donc la conclusion, c'est que notre univers n'est pas déterministe. La nature produit des actes de pure création. Quand votre photon doit décider s'il va être détecté à gauche ou à droite, c'est un véritable acte de création. Ce n'était pas nécessaire. Le photon ou le système avec les détecteurs a dû décider on the spot, en temps réel. Donc c'est un acte de pure création. Ce n'est pas la création divine, hein, c'est juste un acte qui n'était pas nécessaire, qui n'était pas déterminé, prédéterminé. Alors peut-être que je peux aller un peu vite, là, on peut dire que Genève a joué dans un numéro là-dedans. C'est ce que j'ai là. Voilà, donc la nature est non locale, puisqu'il y a un effet non local, puisqu'on peut gagner à ce jeu à distance. Elle est capable de se coordonner à distance sans influence, se propageant continuellement de proche en proche. Donc la différence avec la non-localité de Newton, c'est que ici, cette non-localité, gagnée à ce fameux jeu de Bell que je vous ai brièvement montré avant, ne permet pas de communiquer de l'information. Je ne peux pas décider de pousser ou de ne pas pousser mon rocher. Si je pouvais faire ça avec la théorie de Newton, là, je peux transmettre de l'information. Ici, quelle que soit la question que Alice reçoit, les résultats chez Bob sont toujours aléatoires. Donc, parce qu'il y a de l'aléatoire, malgré la grande coordination pour gagner le jeu, il n'y a pas de transmission d'informations. C'est une très grande différence entre la non-localité de Newton et la non-localité quantique. Alors, c'est ce que je dis. Ah oui, juste pour dire ça, je trouve ça amusant. On a fait ces expériences. Comment on fait vraiment ces expériences? C'est pas si simple, évidemment. Et après, on peut se dire, oui, mais alors peut-être c'est quelque chose qui va très vite de l'un côté à l'autre. On ne fait pas les mesures exactement en même temps. C'est impossible de faire exactement en même temps. Alors, la plupart des physiciens, ça suffit que rien ne peut aller plus vite que la lumière. Donc, on s'arrange pour que les deux événements sont séparés d'un genre-espace, comme on dit. Pour pouvoir s'influencer, il faudrait que ça aille à la vitesse de la lumière. Là, on a fait une expérience où, voilà, ça, c'est les gens qui ont eu l'idée de cette expérience. On a mis que cet observateur, que j'ai appelé avant Alice, se déplace avec tout son labo idéalement vers la gauche. Elle s'éloigne très vite. Et Bob aussi s'éloigne très vite. Et à ce moment-là, chacun des deux observateurs, dans son propre référentiel d'inertie, fait la mesure avant l'autre. Ça, c'est de nouveau un coup de la relativité, même la relativité restreinte. Lorsqu'on se déplace très vite, la notion de simultanéité devient relative. Et là, on a un exemple qu'on a pu réaliser réellement, expérimentalement au labo, avec une dizaine de kilomètres ici, peut-être un peu plus que 10 kilomètres, mais enfin voilà, 15 kilomètres, mettons. Les deux se déplacent en s'éloignant, et chacun des deux fait la mesure avant l'autre. S'il fait la mesure avant l'autre, il ne peut pas être influencé par celui qui fait la mesure après. Donc, il n'y en a aucun des deux qui est influencé au sens de l'information véritablement qui lui arrive. Ah, puis maintenant, alors, le générateur aléatoire, celui-là, vous l'avez vu souvent. Donc, après, ma société Idée Quantique a mis ça dans une petite boîte, ça c'est à peu près 4 cm sur 4 cm. Et après, on a pris des vrais ingénieurs, qui sont vraiment des gens remarquables, qui ont mis ça dans une petite puce, des millimètres, à peu près 2 mm sur 2 mm. Là-dedans, il y a une source de photons. Ensuite, les photons s'éloignent. Il y a ensuite en fait, une série de détecteurs. Il n'y en a pas deux, il y en a une dizaine à peu près. Et en plus, ça consomme très peu d'énergie. Et donc, ensuite, vous pouvez prendre un téléphone Samsung, vous pouvez voir. Et dans ces téléphones Samsung, vous avez maintenant ces générateurs aléatoires quantiques. Malheureusement, toutes les applications sont écrites en coréen, pas très technique pour nous. Swisscom, c'est-à-dire qu'ils sont des lenteurs effarantes. Et donc, il se passe rien en Europe. Dans les autres pays européens, il faut aller en Corée pour avoir ça. C'est un peu frustrant. Mais néanmoins, voilà un exemple d'application finalement de ce que je vous raconte qui a l'air très philosophique et qui est très philosophique. Mais dans ce domaine-là, les questions philosophiques et des applications sont en fait relativement proches. Parce qu'encore une fois, avoir de l'aléatoire, c'est utile dans votre téléphone, puis vous allez utiliser votre téléphone pour communiquer avec votre banque, par exemple, avec l'hôpital, ou peut-être avec des agences gouvernementales, etc. Alors voilà, je résume encore, j'arrive à la fin.
les deux erreurs d'Einstein. Donc, le déterminisme n'est plus qu'un acte de foi. Vous pouvez encore y croire si vous insistez. Il y a un truc vert. Quelqu'un, quelque part dans l'univers, qui a un stylo vert. OK. Voilà, on peut toujours dire ça. Rien ne peut vous empêcher de croire au superdéterminisme, hein, que le soleil et puis le professeur sur son vélo, ils sont complètement corrélés. Vous pouvez aussi croire au solipsisme. En fait, vous êtes la seule entité existante dans l'univers et que tout le reste n'est qu'une illusion de votre esprit. Tout ça, c'est possible, mais pas très intéressant, parce qu'il n'y a pas de science qu'on peut faire avec ça. Mais donc, voilà, si on ne commet pas cet acte de foi à croire au superdéterminisme, eh bien on comprend maintenant que la rigueur scientifique n'implique pas le déterminisme. En fait, c'est même le contraire. La rigueur scientifique, si on croit aux deux hypothèses que je vais mentionner, nous oblige à croire à l'indéterminisme, qu'il y a vraiment du hasard quantique dans l'univers. Peut-être encore juste pour insister, pas que les gens partent en confondant tout. L'indéterminisme, ce n'est pas le chaos. Ce n'est pas parce que je vous ai parlé de hasard, de la création, de l'indétermination, que c'est le hasard. L'indéterminisme, en particulier l'indéterminisme quantique, en physique classique, est régi par des lois précises. Simplement, ce ne sont pas des lois déterministes, ce sont des lois de probabilité. Donc, désolé Einstein, le monde n'est pas une gigantesque horloge. Voilà, ça c'est moi, il y a un certain temps. Donc j'étais en vacances au sud des Indes et quand les scientifiques, et en particulier les physiciens, partent en vacances, ils prennent toujours des papiers avec eux, qui est physique évidemment, ou de sciences de manière plus générale, parce que regardez comme c'est beau devant cet étang. C'est là que j'ai pour la première fois lu un papier sur les inégalités de Bell. C'est à ce moment-là que j'ai décidé, ma vie, ça sera ça. Et puis, voilà, Dieu joue au dé, et la nature est dans le cadre. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup pour vraiment cette remarquable présentation. C'était hyper intéressant. Et je suis sûr que le public a plein de questions aléatoires, déterminées ou indéterminées. Ça, c'est, On m'a dit qu'il fallait que je montre aussi ce dernier slide, donc je vous le montre quand même si on veut une fois qu'on veut. Ouais. C'est intéressant, c'est ça. Une des hypothèses que vous avez montré, c'est que en fait, l'information va limiter dans sa transmission, il ne laisse pas la chose. C'est pas la vitesse, c'est la vitesse. La vitesse, la vitesse de la lumière qui va. Oui, mais même si c'était 10 fois la vitesse de la lumière, c'est aussi. D'accord. Vous avez parlé du gravité. Comment est-ce qu'on a démontré notamment la vitesse? Parce que c'est en fait, ça repose sur ce hypothèse-là. Oui, en fait, ça repose sur l'hypothèse qu'il n'y a rien qui se déplace instantanément. Oui. Ensuite, pour les gravitons, d'abord, on n'a jamais observé les gravitons directement. Ce qu'on a observé maintenant, c'est les ondes gravitationnelles. Là, il n'y a pas très longtemps, 5 ans, exactement. Et effectivement, là, on a pu, pas la précision avec laquelle on a mesuré la vitesse de ces ondes gravitationnelles, mais quand même, on voit que l'accord entre ce qu'on observe comme ondes gravitationnelles sur Terre, les grands interféromètres, etc., et puis les prédictions de la relativité générale, on a soit des trous noirs, des objets célestes extrêmement massifs, des étoiles à neutrons, qui entrent en collision, ils s'approchent, ils finissent par tourner l'un autour de l'autre, ils s'approchent de plus en plus et ils finissent par entrer en collision. Et ça fait un énorme feu d'artifice de graviton. Et il faut voir quelque chose d'extrêmement énorme pour qu'on puisse le voir, nous qui sommes extrêmement loin des faits petits, capables de trouver des choses incroyablement petites. Voilà. Donc ça nous rassure beaucoup sur la théorie de la relativité générale. Donc on arrive à mesurer l'effet gravitationnel en même temps pour la lumière.
Ça veut dire qu'au moins l'émotionnel est vers la l'expérience. Si on pouvait observer ça. Si on pouvait, mais je ne crois pas qu'on a fait ça. Ah, Je ne crois pas qu'on a fait ça, mais par contre, on a gagné suffisamment de confiance dans l'activité générale pour voir que la prédiction à savoir que toute particule de masse nulle, ce n'est pas nécessairement la vitesse de la lumière. Et il va de temps pour une masse nulle. De nouveau, d'après la théorie, on ne peut jamais. c'est bien une expérience. Oui, il y a encore du travail. Il y a encore du travail. Mais si on leur trouve une certaine masse, par exemple comme les neutrinos, normalement, on a trouvé qu'ils ont une masse nulle, une masse extrêmement faible, toujours pas réussi à le déterminer très précisément. Mais avoir une masse après la relativité générale, ça veut dire qu'il se déplace encore un petit peu plus lentement. Ça ne permet pas d'accélérer, mais au contraire, il ralentit. Ça change en tout cas pas les conclusions démocratiques ici. Un complément très intéressant, aussi assez complexe. Est-ce qu'il y a une relation, et si oui, laquelle, entre ce que vous avez expliqué et selon le principe de la thermodynamique? Ça, c'est une très très bonne question sur laquelle on travaille en ce moment avec mon collaborateur Claudio Santo. Et je pense que oui, parce qu'évidemment, dans la thermodynamique et la mécanique statistique, dans la thermodynamique, le temps passe, c'est aucun doute. Dans la mécanique statistique, avec les mathématiques classiques, le temps passe. Du coup, justement, on va remplacer ça par d'autres formes de mathématiques, tenir compte du fait que même le mouvement brownien est vrai aléatoire. Et donc, je pense que ça permettra de rapprocher la mécanique statistique de la thermodynamique. Mais ça, c'est des projets en cours. J'ai rien écrit encore là-dessus. Mais je pense que ça va dans cette direction-là. Et donc, justement, par nécessairement passé, quand même, il y a quand même des physiciens qui ont sans doute justement le principe de la thermodynamique, le fait qui nous empêche de ne pas avoir, de comprendre d'accord, on passe à tout le temps. On ne peut pas, la raison pour laquelle on ne peut pas se rappeler du futur, mais on peut se rappeler du passé, c'est que la mémoire solide de notre vie. Ne peut pas créer une mémoire de quelque chose que nous considérons comme futur. Nous interprétons ce système. Oui, il y a certainement des physiciens qui ont développé ce genre d'idées. Mais chez moi, vraiment, le futur, pas le futur immédiat, mais le futur un peu lointain, il n'existe pas encore. Donc, évidemment qu'on ne s'en rappelle pas. Il n'existe pas encore. Donc, c'est une explication qui est quand même beaucoup plus simple. Mais voilà, les débats ne sont pas clos. Une question par rapport au déterminisme. En fait, pour être déterministe, on peut mettre des conditions initiales. Il faut qu'elles existent pour les connaître. J'ai acheté des existent certainement, mais ah non, elles n'existent pas certainement. Pourquoi elles existent? Je viens de vous passer. Ah là là. Non, commence ma conférence. Les conditions initiales, comme je comprends, c'est qu'elles ont une certaine incertitude de mesure, de valeur. À partir de là, dans le système théorique, on sait très bien qu'on a dit les conditions initiales, le système théorique sont des conditions initiales. Si vous ne connaissez pas la condition initiale de manière infinie, vous ne connaissez pas son futur. Ça, je ne comprends pas pourquoi les physiciens n'ont pas établi beaucoup de physiciens, honnêtement, je crois que beaucoup de physiciens ont tout à fait compris ce que vous dites. De toute façon, ces conditions initiales, elles viennent avec une certaine incertitude, je pense que j'utilise ce terme-là. Et donc, on change de ça. Mes collègues physiciens, la plupart, ils disent, il n'y a pas de problème avec ça. C'est les philosophes qui bloquent beaucoup plus d'ailleurs. Mais juste pour venir, là, nous ne connaissons pas les conditions initiales, c'est certainement vrai. Mais je ne suis pas très intéressé à faire de l'épistémologie. Vous enlevez les humains derrière la Lune, personne là-bas, et ça ne dépend ni de la mémoire, il n'y a personne là-bas qui a la mémoire derrière la Lune, ni quelqu'un qui aurait une connaissance
approximative des conditions initiales. La question derrière la ligne, c'est est-ce que ces conditions initiales, elles existent vraiment? Est-ce qu'elles sont vraiment entièrement déterminées, comme le nombre à virgule qui boum d'un coup vous donne tout, ou est-ce que c'est quelque chose qui se construit et qui est toujours fini, qui est de plus en plus grand, mais qui est toujours fini? Et ça, c'est, vous pouvez choisir, hein, vous pouvez choisir un modèle ou l'autre, ça dépend de ce langage mathématique. Les deux vont faire les mêmes prédictions, donc elles sont empiriquement équivalentes. Donc, tant que vous restez avec la mécanique classique, vous avez le choix entre déterministe et indéterministe. Mais on ne peut pas dire que l'un est évident et l'autre pas. Il n'y en a aucun des deux qui est évident, on a le choix, il n'y a aucune différence empirique. Quand on arrive à la physique quantique, par contre, avec le théorème que je vous ai montré, là, vous n'avez plus le choix. Là, c'est forcément indéterministe. Alors, moi, j'ai une question. Alors, jamais une expérience n'est la même, car il y a le côté des relativités qui est pour la vitesse et le temps, mais aussi de la transition. Jamais on peut regarder le même endroit, le même endroit, pour retrouver la même temps. Oui, effectivement, on sort d'une générale très synthétique ici. Effectivement, si je fais l'expérience maintenant, si je fais depuis 3 ans, l'invariance de la transaction de temps, du coup, il va faire ici l'expérience ici, par contre, ce gère, et ici, oui, on va faire la globale. Si on reste dans les deux qui sont similaires, c'est petite différence entre les patients. Le retard au plus conséquent, c'est une hypothèse dans la variante de translation. Donc, la variante de translation va être appelée dans le fond, c'est toujours une hypothèse. Tous les scientifiques, si vous avez la biologie, etc., vont faire tout ça. Si les choses changent sans arrêt, au bout du temps, changent sans arrêt l'espace. Dernièrement, j'ai vu une vidéo sur le système. Il y avait des petits qui venaient à la critique et en même temps, il reste à l'autre. Et la réaction se fait pour une manière de gauche. Et je dis, on est au même niveau, on a fait en même temps. La correction de programme, une expérience pour des conditions, des structures, des choses comme ça, qui se créent spontanément. Des structures qui peuvent se créer tout à fait spontanément, et sans avoir forcément chaque famille, il faut avoir ça, il faut continuer. Donc, le chiffre de l'utilité de ça, par exemple, c'est le hasard. C'est des structures qui se créent, qui sont intrinsèquement reproductibles, pas forcément des stratégies de ça. Et est-ce que vous pensez qu'il est vraiment nécessaire? Non, je pense qu'il est nécessaire, mais il existe. Il existe. C'est important. Quasiment tous les systèmes physiques sont relatives. Encore une fois, un seconde parlait de relation éventuelle, c'est un peu excessif. Mais il montre certains systèmes extrêmement réguliers, voilà, un petit peu autour de l'autre, qui sont attendus. Ça, on va utiliser pour mesurer le temps. Ça, c'est très régulier. Alors, il faut que ça serve pour mesurer presque tous les systèmes qui sont autour de nous, que ce soit la météo, les systèmes autour du sol, je savais par exemple, si on est sur long terme, il peut un système compliqué de libérer. L'espace, l'application. Ah, ça, j'aimerais bien connaître la réponse. C'est un endroit de l'univers, je dois regarder. Alors, la théorie, elle est très simple.
Donc, non, voilà, je vais montrer par exemple un effet à Genève, c'est 10 km, et déjà beaucoup plus que les 10 mètres d'Alain à Paris. 10 km depuis, il y a les Chinois qui ont fait ça sur 1000 km. Donc, voilà, pour l'instant, on n'a pas vu de différence. Et j'imagine, les plus jeunes ici verront un jour l'application démontrée entre la Terre et la Lune, sur des centaines de milliers de kilomètres. Aucune raison que ça ne se fasse pas. Finir par se faire, évidemment, c'est pas encore capable de le faire aujourd'hui, mais ça va venir. Dans la nature, il pourrait y avoir une interaction quantique entre deux galaxies. Donc, peut-être oui, mais après, il faudra être capable de la détecter. Et une question un peu différente, mais qui me paraît très pertinente, c'est est-ce que la nature exploite l'implication? Et ça, c'est une question ouverte, mais on ne sait pas. Ça s'appelle la biologie quantique. Il y a des tas de gens qui me racontent des sujets qui vont venir acheter la je sais pas, protéger, parce que les gens, c'est ça. Mais par contre, est-ce que la nature, l'évolution, quelque forme que ce soit, exploite l'application? Nous, les humains, maintenant, on commence à être capable d'exploiter l'application. Bref, les ordinateurs. Est-ce que la nature s'en est servie avant nous? On ne sait pas. C'est une bonne question. Dans les applications de la photographie, comment ça fonctionne exactement? Exactement, il y a 30 secondes. Évidemment, parce que ça a piqué. Et oui, voilà, vous avez servi d'abord dans mon expérience. Et les deux côtés sortent de l'aléatoire. En fait, cet aléatoire, il n'est pas décorrélé. C'est le même aléatoire de deux côtés. Il y a la réponse identique. Et donc, avoir le hasard ici, c'est avoir une autre place ici, mais le même mot de passe, il sort de l'autre côté. Parce qu'on est scientifique, on ne parle pas de mot de passe, on parle de clé cryptographique. C'est la même chose. Les clés cryptographiques sont beaucoup plus longues que les mots de passe. C'est le même principe. Donc, c'est un peu ça l'idée de la cryptographie. D'autres questions? Alors, on peut encore vous remercier pour ce passionnant.